C'est pour ça que j'ai pas regardé non plus le parcours. Je voulais pas me faire peur, tu vois. Donc je savais même pas le nom du premier col. Et d'ailleurs, avant de me lancer sur cette course, je me disais, Denis, t'as aucune chance de terminer cette course. Parce que chaque fois que je me voyais à l'arrivée d'un ultra trail de 170 km, je voyais bien que j'étais fatigué. Alors que là, c'était quand tu arrives à 170 km, il faut faire autant pour arriver au bout du Tour des Géants. Je me suis dit, tu n'y arriveras jamais, donc je me suis mis aucune pression. C'est ça qui est fou, c'est que je suis tellement mal que dans un col, il y avait des filles avec un mec qui avait des sacs énormes et je n'arrivais pas à les suivre. Donc c'est pour te dire dans quel état on peut se trouver après. Là, j'étais pas encore au 100e kilomètre, enfin, j'étais au 80e kilomètre, enfin, j'étais vraiment dans un état, j'avançais plus. Et là, t'as des idées d'abandon, hein, forcément. Tu sais que t'es même pas au 100e kilomètre, il t'en reste encore 240. Tu te dis, mais comment c'est possible? Pourquoi t'as pas l'humilité de ne pas t'engager sur une course pareille? Tu vois, tout traverse dans la tête. Tu te dis, mais ça sert à quoi? Enfin, pourquoi t'es là? Enfin, ça a pas de sens. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Course Épique. J'espère que vous avez passé un été revigorant et enthousiasmant, avec beaucoup, passionnément de course à pied et un peu de repos quand même. Du côté de Course Épique, l'été a été incroyable pour ne pas dire historique. Le podcast s'est classé premier podcast running et 5e podcast sport au mois d'août sur Apple Podcast et c'est grâce à vous. Alors du fond du cœur, je tenais à vous dire merci. Merci également pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Qui dit rentrée dit évidemment nouveauté. En guise de première bonne nouvelle, j'ai le plaisir de vous annoncer que Course Épique vous proposera désormais un nouvel épisode chaque semaine. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Et je vous mijote beaucoup d'autres surprises que je vous dévoilerai au fil des semaines qui arrivent. Si vous voulez aider Course Épique à continuer de se développer, il y a 2 choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, rédigez un avis sur Apple Podcast, même une très courte phrase, tout commentaire même de quelques mots est très bénéfique pour le classement du podcast. Donc si vous avez 2 minutes pour rédiger un avis, ça serait vraiment génial. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à continuer de parler de course épique autant que possible autour de vous, dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. Pour vous en dire un peu plus sur notre épisode du jour, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Denis Clerc, que vous connaissez peut-être sous le nom de Zinzin Reporter, un personnage emblématique du monde du trail qui va nous faire vivre aujourd'hui une course aussi redoutable que fascinante, le Tour des Géants, une balade de plus de 330 km au cœur de la vallée d'Aoste. Vous allez l'entendre, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Denis, une personnalité haute en couleurs, authentique, toujours prête à se marrer et également dotée d'une résilience bluffante. Mais je ne vous en dis pas plus. Denis va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Course Épique, à pas de géant. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Denis, je suis ravi de te recevoir dans ce 44e épisode de Course Épique, qui est aussi le premier épisode de notre 2e saison. C'est donc à toi d'ouvrir le bal pour cette nouvelle année qui s'annonce riche en surprises et en histoires de courses hors du commun. Comment vas-tu, Denis ? Bah écoute, ça va mieux parce que j'ai passé un été un peu à la con à cause d'une fracture de fatigue au pied droit, un os que je connaissais même pas qui s'appelle le naviculaire. Et j'ai passé une radio avant-hier et apparemment ça va bien. Et je viens d'aller courir 1 heure et il n'y a aucun souci un mois après. Et d'ailleurs mon médecin il y croit pas, il pense que je suis un mutant et je suis d'accord avec cette idée. Bon, c'est une bonne nouvelle, la rentrée s'annonce sous de jolis cieux. Denis, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? D'accord. Ben, je commence à être un dinosaure du trail et de l'ultra parce que j'ai 57 ans et j'ai fait mon premier trail en 2004 ou 2005 et mon premier ultra en 2008. C'était l'Ultra Trail du Mont Blanc.
Je vis avec Letty, j'ai 3 enfants, Hippolyte et Léonore qui ont 23 et 21 ans, et le petit dernier, Robinson, qui a 15 mois. Je suis journaliste à France Télévisions et je suis connu dans le monde de la course à pied comme étant le Zinzin reporter. C'est un surnom que j'ai depuis mes débuts de course à pied. Et j'ai comme spécialité de filmer de l'intérieur les courses à pied, parmi les plus longues et les plus connues au monde, comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, la Swiss Peaks, l'Euphoria et le Tour des Géants. Voilà. Dont on va pas mal parler aujourd'hui. Alors, tu le précises sur ton site, tu es zinzin, mais tu es pas fou pour autant. C'est ça. En fait, dès le départ de ma pratique, je voulais expliquer. Mon idée, c'était d'expliquer aux gens qui pratiquaient pas pourquoi il y avait des personnes qui se mettaient à courir et qui se mettaient à courir longtemps. Et moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être fou ni d'être zinzin, mais d'être tout à fait sain d'esprit. Et alors, c'est vrai que de l'extérieur, on n'a pas l'impression parce que on comprend pas quand on pratique pas ce genre de sport. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un de raisonné et raisonnable. Donc voilà pourquoi je dis zinzin, mais pas fou. Je suis pas prêt à tout je suis pas prêt à hypothéquer toute mon existence pour faire de l'ultra trail, par exemple, tu vois. Donc là, par exemple, j'étais blessé, j'ai vraiment écouté ce que me disait mon toubib et j'ai pas essayé de faire le zinzin pour revenir plus vite. Voilà, c'est comme ça. Zinzin donc, mais pas fou. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge et à quel moment, en tout cas, cette personne raisonnée et raisonnable que tu as est tombée dans la marmite de la course à pied ? Alors, moi, je suis un vieux sportif, donc j'ai pas commencé par la course à pied, j'ai commencé par le football, j'étais milieu de terrain, j'aimais bien courir. Je faisais beaucoup de tennis et puis énormément de ski alpin quand j'étais jeune. Et donc, j'ai toujours fait du sport dans ma vie et vers 40 ans, ben voilà, je courais de moins en moins vite sur les terrains de foot, mes crochets étaient de moins en moins précis et mes passes aussi. Et donc, je me suis dit, peut-être que j'arrête. Et puis, je me faisais de plus en plus mal et j'étais toujours en retard, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, allez, je vais courir sans ballon. Et, en fait, j'ai commencé par le VTT et le VTT, je pense que mon corps est pas fait vraiment pour ça. Et je me suis mis à courir dans les sentiers et j'ai adoré. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc, j'ai commencé mon premier marathon à 42 ans. Et j'avais commencé la course à pied, en gros, à 41 ans. Donc, tu vois, je suis passé très rapidement de pas de course à pied à un marathon. Et dans la foulée, 2 ans plus tard, je faisais l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, ça a été assez rapide au niveau des distances. Et depuis, ben voilà, j'ai pas arrêté. Mais 42 km à 42 ans, c'est prédestiné en tout cas. ouais, c'était ça, ouais, c'était un peu le challenge avec des amis et quelques-uns ont arrêté, moi j'ai continué parce que je me suis dit que voilà, tu sais que tu commences à courir sur une distance et puis tu ouvres une porte, tu te dis bah qu'est-ce que je peux faire et puis tu fais après les Templiers qui font 70 km et puis après tu te dis bah qu'est-ce qu'on fait après, bah l'Ultra Trail du Mont Blanc 170 et puis après tu peux courir beaucoup plus longtemps quoi. Il y a pas de limite en fait. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas eu à attendre 338 ans pour faire le Tour des Géants. C'est bien dommage parce que j'aimerais bien fêter mes 338 ans, mais voilà. Ouais, c'est vrai, je suis allé plus vite. Ton médecin t'en a peut-être pas parlé, c'est peut-être aussi une bonne surprise qui te réserve tes capacités de récupération. Je sais pas. Et donc cette évolution, Denis, vers les formats d'ultra-endurance, ça s'est fait de façon très naturelle ou tu as quand même senti très tôt une appétence pour ces formats-là et c'était de toute façon prédestiné et tu t'en allais vers ces formats extrêmement longs? Ouais, en fait, c'est vraiment, moi, je dissocie pas ma pratique du sport avec mon métier de journaliste. Et je me suis très vite rendu compte que ce que j'aimais dans la course à pied longue distance, c'était d'abord de raconter des histoires. Ce qui est mon métier en tant que journaliste, hein, raconter des histoires tous les jours. Je dis pas raconter une histoire et de falsifier l'histoire, hein, mais quand on dit je raconte une histoire, c'est un peu une façon de dire qu'on va raconter une belle histoire, comme quand on est gamin et qu'on écoute une histoire. Moi, j'aime bien les raconter. Et sur les distances courtes, je peux pas en même temps courir vite et parler à ma caméra et rencontrer les gens. C'est pas possible. On est tous sur un marathon, par exemple, tout le monde est à fond. Donc, tu peux pas poser une question à quelqu'un qui est à fond, quoi. Alors que petit à petit, je me suis rendu compte que sur les ultras, c'était tellement long. Tu pouvais passer un jour, 3 heures, un jour, 4 nuits, 5 jours avec la même personne. Et là, vraiment, tu commences à pouvoir partager vraiment des choses avec des concurrents que tu connais pas au départ.
Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ce partage, cet échange qu'on peut avoir sur un ultra-trail. Et ça me permet de travailler de façon plutôt cool, puisque sur un ultra, il y a quand même de longs moments où on marche. Puis quand on marche pas, on court de façon assez lente. Et pour moi, c'est assez facile de sortir ma caméra et de l'enclencher et de poser des questions, d'avoir des réponses. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est pour ça que je suis allé vers les longues distances. Et puis je me suis rendu compte que physiquement, quand tu as l'habitude de courir, moi j'ai l'impression que je souffre moins sur une longue distance que sur une courte distance. Par exemple, faire un 400 mètres à fond, c'est épuisant, quoi. Je te rassure, un 340 km pas à fond, c'est aussi très épuisant. C'est-à-dire que tu arrives à la fin, t'es complètement mort, mais c'est pas du tout la même fatigue. Tu vois, Et en plus, sur un 400 mètres, t'as pas de ravito. c'est ça. C'est quand même dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené petit à petit vers les longues distances. Et je dirais que j'ai moins peur de faire un 340 bandes que faire un 170 km. Parce qu'un 170 km, c'est encore rapide, tu vois. Voilà. Tu nous aurais dit ça avant le Tour ou c'est le Tour qui t'a permis de comprendre ça? Non, c'est le Tour qui m'a permis de comprendre ça. Le Tour, puis après la Swiss Peaks, après le Foria, toutes ces courses là qui sont un peu XXL, tout ça, ça m'a permis de prendre conscience que plus c'est long, parfois plus c'est bon, hein, c'est sûr. Il y a vraiment il y a une recherche du partage sur ces longues distances qui est vraiment géniale. Et ton corps, en tout cas le mien, s'il est pas super efficace au bout de 150 km, mais au bout de 200 km, il est bien, quoi. Donc c'est chouette. Ça place assez loin le second souffle, mais c'est beau, c'est impressionnant. Denis, hormis le Tour des Géants, qu'on va largement évoquer aujourd'hui dans notre épisode, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux moments charnières de ta vie sportive jusqu'ici, une course, un moment, une rencontre que tu as pu faire et qui a fait basculer ta vie sportive et peut-être même plus généralement dans une autre dimension, ou qui t'a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives? Est-ce qu'il y a eu des électrochocs ou des moments particulièrement marquants? Oui, alors j'y pense pendant que tu parles. Alors la première, c'est mon cousin. J'ai un cousin germain moi, je suis d'une famille de grands skieurs, notamment mes cousins germains, c'est les frères Burtin, Nicolas et Raphaël, qui ont fait les Jeux Olympiques, notamment en ski alpin. Nicolas, il a fait 4e aux Jeux Olympiques à Lillehammer en descente, par exemple. Et comme j'étais dans le sud et que moi, je suis plutôt bon skieur et que je continue à faire des petites épreuves réservées aux journalistes. Et comme je pouvais pas skier dans le sud, j'ai demandé mais comment je fais pour essayer de garder quand même des bonnes jambes. Et ils m'ont dit mets-toi au VTT. Nous on en fait en équipe de France. Tu feras du VTT et tu pourras continuer, quoi. Et ça c'était le bon conseil des cousins, quoi, parce que j'ai commencé à faire du VTT et derrière ça m'a amené à la course à pied, mais ça a été un changement dans ma pratique sportive. C'est eux qui m'ont donné l'idée de faire des sports d'endurance, tu vois, pour améliorer mes cuisseaux. Donc ça, je pense que c'est un premier virage et ça, c'était quand j'avais à peu près 40 ans. Et le deuxième virage, je dirais que c'est 2 ou 3 ans plus tard. Je m'inscris moi, j'avais fait plusieurs marathons en moins de 3 heures. Mon record, c'est 2h59, mais j'aime bien rappeler que c'est moins de 3 heures. Ça l'est. Même pour quelques secondes. Et j'en avais un peu marre du marathon, de regarder ma montre à tous les kilomètres pour savoir si je courais à 4,12 ou à 4,15. 4,12 ou 4,15, ça change tout, hein, parce que tu peux passer à 4h59 ou 4h59, 56, donc voilà. Et donc, après le marathon de Paris, je crois, je m'engage sur le marathon de l'Aubrac. C'était mon premier vrai gros trail qui faisait plus de 50 km, quoi. Et je prends un pied pas possible sur ce marathon de l'Aubrac parce que je regardais pas mon chrono, j'étais dans la nature, en Lozère, c'était magnifique, il y avait des fleurs partout, enfin. Et à la fin, je mange avec Emmanuel Go. Alors je sais pas si tu connais Emmanuel Go, c'est un grand coureur de la région qui a gagné plusieurs fois l'Éco-Trail de Paris, qui a gagné plusieurs fois la Saint-Élion, qui a gagné la CCC. Et Emmanuel Go me dit Denis, tu vas plus jamais aller sur la route. Tu vas faire que du trail maintenant. Et Manu avait raison. C'est-à-dire que ça, c'était en 2005. Et en 2005, j'ai arrêté de faire des courses sur la route et je me suis mis complètement au trail. Donc, je pense que voilà, c'est 2 moments clés dans ma carrière de sportif pour la course à pied.
Quel accomplissement tu y trouves aujourd'hui dans ces formats d'ultra distance ou des trails peut-être un peu plus courts que tu peux être amené à faire encore? Est-ce que c'est l'idée de repousser tes limites? C'est un prétexte pour parcourir la France ou le monde? C'est ton envie de partage que tu évoquais tout à l'heure? Est-ce que c'est pour te prouver des choses Alors, chaque fois un peu plus? me prouver des choses, non. Franchement, j'ai plus rien à me prouver. J'ai plus rien à prouver à personne. Et ça, c'est super agréable. C'est-à-dire que quand je prends le départ d'une course, je me dis pas, il faut absolument que je finisse, même si il faut me porter. Non, non. Moi, quand j'ai envie d'abandonner, j'abandonne. Je suis tout à fait humain. En revanche, moi, c'est vraiment ce que tu dis au départ, quoi. C'est vraiment le partage, l'envie de découvrir des nouveaux sentiers un peu partout dans le monde, même si aujourd'hui, c'est un peu décrié de prendre l'avion et d'aller de l'autre côté de la planète, quoi. Franchement, j'en ai abusé un peu pendant pas mal de temps. Mais bon, aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette, hein, parce que j'ai vécu des choses assez incroyables un peu partout dans le monde. Et puis, mon idée, c'est tout le temps de ramener un film qui montre au plus grand nombre telle course, tel pays, les gens qui t'accueillent. Enfin, moi, je suis vraiment dans le partage. Hein. Je suis de moins en moins dans la compétition. Pourtant, je suis compétiteur. J'ai toujours été compétiteur, mais j'ai l'impression que je le suis un peu moins. Alors, est-ce que c'est parce que je cours moins vite? Certainement. Quoique, quand je peux rattraper quelqu'un devant moi, j'hésite pas une seconde, quoi. Euh, on se refait pas. Mais non, c'est un accomplissement total. Enfin, moi, j'ai vraiment du bol, grâce à mes films, d'être un peu repéré un peu partout, quoi. C'est chouette à vivre. Hein. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est juste, ça a rien à voir. Mais hier, la nounou de mon fils, qui garde mon fils depuis pratiquement 7 mois, c'est enfin qui je suis. C'est-à-dire que moi, je n'en ai pas parlé, et en fait, ça lui est revenu aux oreilles par des connaissances à elle. Et depuis, presque, elle me vouvoie, quoi. Toi, c'est drôle, quoi. Elle me connaissait le père de Robinson, et maintenant, elle me dit vous. Enfin, Et tu as su rester simple, Denis. Bah, Tu non, l'as ouais, autorisé à te tutoyer encore. ouais, c'est ça. Non, mais c'est super cool à vivre. Les gens, ils sont super gentils avec moi. Donc, Ouais, il y a beaucoup de bienveillance, c'est aussi ça qui est beau dans cette discipline. ouais, exactement, ouais. Ouais. Prends un petit miroir et regarde-toi dedans avec le plus d'honnêteté possible. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu pensais de tes points forts et des points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental? Qu'est-ce que tu estimes bien faire et les choses sur lesquelles il y a des points d'amélioration ou que tu traites d'ailleurs ou pas? Non, Comment tu t'auto-analyses? j'essaie de ne jamais trop me regarder dans la glace. D'ailleurs, pour tout te dire, je regarde jamais mes films. On m'en parle, mais moi, une fois que je les ai montés, c'est bon. C'est comme je les mets de côté et je passe à autre chose. Je crois que ça, c'est ma qualité. C'est affaire classée, affaire suivante. Je pense que ça, c'est ma qualité principale. C'est que je suis jamais Tu te projettes vers l'avant? ouais, je suis jamais dans le passé. Même si j'aime bien regarder, enfin, qu'on me montre une photo, bon, c'est toujours sympa. Mais je suis jamais dans le passé. Je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire dans le futur. Je suis bien ancré dans le présent quand même, parce qu'il faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. Je pense que j'ai les pieds sur terre. Et donc, comme tu le disais en préambule, c'est vraiment zinzin mais pas fou, quoi. J'essaie de pas faire n'importe quoi. J'essaie de faire attention à mes proches, même si c'est jamais facile. Et au niveau mes qualités physiques, ben c'est mes os. C'est-à-dire même si je me suis cassé, je me suis fait une fracture de fatigue derrière moi, j'avais jamais rien eu à aucun os auparavant dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures, mais c'était tout le temps d'ordre musculaire ou parce que par exemple, toi, je suis hyper raide, mais je ne fais rien pour m'améliorer. Ça, c'est mon L'étirement et côté, toi, ça fait 3? ouais, c'est mon côté pénible, c'est que euh, une de mes phrases préférées, c'est je n'apprends jamais de mes erreurs. Tu vois? Il y en a qui sont toujours Pour en train de surtout pas se bonifier avec le temps. voilà, c'est ça, il y en a tout le temps qui sont très forts. Moi, je sais pas comment ils font. Ils disent, ouais, moi, j'apprends de mes erreurs, etc. Moi, je n'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à apprendre de mes erreurs. Je suis capable de la faire 10 fois de suite. En Donc, pleine conscience. voilà, exactement, en pleine conscience. Donc, bon, voilà. Et psychologiquement, au niveau mental, comment tu Alors, juges? au niveau mental, je pense que je suis de plus en plus faible. C'est-à-dire que, justement, on pense qu'avec l'expérience, ça passe mieux, les ultras. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que une de mes phrases préférées, c'est plus c'est dur, plus ça me plaît. Et j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins vraie. C'est-à-dire que quand je suis dans le dur, je suis tellement passé par des moments difficiles sur mes courses où j'étais vraiment pas bien
que là, je m'en rappelle trop en ce moment et que dès que ça va pas bien, j'ai tendance à vouloir abandonner un peu trop vite. Je suis plus capable actuellement, mais peut-être que ça reviendra, hein, mais actuellement, je suis plus capable d'aller très loin dans la douleur pour finir coûte que coûte une course. Après, c'est ça la sagesse peut-être. C'est de pas se faire mal pour rien, quoi, en gros, tu vois. Donc, je pense que c'est ça mon gros défaut mental actuellement. Et après, ma qualité mentale, ça a toujours été de ne pas préparer ce que je fais. C'est-à-dire que je suis capable de me lancer sur une course très très longue sans regarder le parcours. Merci beaucoup pour cette présentation, Denis. On va passer à la première rubrique de ce podcast. C'est la basket chinoise, donc c'est un portrait chinois version sportif. La première question classique de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Il est sur mon bureau là, il est à côté de moi. C'est Tintin, Tintin reporter, avec Milou dans ses mains. J'ai la statue dans la main là, tu vois. Et c'est vrai que c'était. Je l'imagine, je la vois pas, mais j'imagine. Ouais, c'était mon personnage de BD fétiche quand j'étais gamin. Et si je suis journaliste, c'est peut-être un peu à cause de lui, quoi. L'idée d'aller un peu partout, d'être journaliste, explorer, reporter, être curieux, partager. c'est ça, exactement. D'avoir des copains chelous aussi, parce que le capitaine Haddock quand même. Ben moi c'est un peu pareil. Tu connais des jumeaux qui portent des moustaches, c'est ça que tu veux nous dire ? Ouais. Non, j'ai surtout plein de copains marrants, donc et qui ont des bons jurons aussi, donc voilà, je me reconnais bien dans Tintin reporter. D'ailleurs mon surnom, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un copain qui me l'a choisi à ma place. Certainement, c'est un rapport avec Tintin, quoi. Et donc la deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, est-ce que tu serais Milou ? Quel animal serais-tu ? Quel serais-tu ? Quelle caractéristique te représente le mieux ? Pourtant, je suis fidèle en amitié. Par exemple, on peut ne pas se voir pendant 10 ans. Si tu me revois et qu'on a partagé un truc super fort ensemble, c'est comme si on s'était pas quitté, quoi. Donc, c'est une belle qualité. Ouais, mais j'ai pas pensé à Milou, mais c'est pareil pratiquement, enfin, parce que Milou il est rusé quand même. Non, moi c'est le renard. On m'a souvent surnommé Fox ou Foxy ou le renard. Voilà, je sais pas si je suis malin comme un renard, mais en tout cas, j'aime bien cet animal. Je le trouve beau. Il est pas facile à apprivoiser quand même. Et d'ailleurs, il s'apprivoise pas. Mais tu peux quand même l'approcher et lui filer à manger, il viendra. Est-ce que c'est parce que tu as la rage sur les courses ? Alors, franchement, au début, je pense que oui, j'ai la rage, mais tout le temps, hein. Par exemple, si je dois me battre pour un podium dans ma caté, je mettrai le maximum pour le faire. Donc, si je me sens bien, j'ai toujours la rage, ouais, de faire le mieux possible. Mais je peux aussi, comme à la similité il y a pas longtemps, même si je jouais le podium, m'arrêter pour filmer le dernier d'une autre course et perdre 10 minutes dans l'histoire. Et voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout, mais aussi aller au bout de mes idées. Et là, c'était l'idée principale, c'était de faire un film. Donc, voilà. J'ai raté le podium. Dernière question de cette basket chinoise, Denis, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait particulièrement source d'inspiration pour toi ? Je peux en donner deux. Bien sûr. D'accord. Alors, il y en a un, c'est un choix bizarre, et un autre choix plus connu dans le monde de la course à pied. Alors, on va commencer par le choix bizarre. Le choix bizarre, c'est Richard Gasquet, tu vois. Parce que personne ne pense à Richard Gasquet. Et moi, Richie, il m'a toujours épaté. D'abord, je le connais un peu parce que je suis journaliste en langue de Roussillon et il est originaire de Béziers. Et c'est un gars qui m'a toujours ému dans sa façon de pratiquer. On l'a tout le temps descendu, Richard, parce que trop tôt, on a vu en lui le meilleur joueur de tennis de tous les temps, alors qu'il était dans une période où il y avait les meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Et oui, il a fait les petits as avec Rafa, on lui ressort à chaque fois à Roland Garros en expliquant qu'il l'a jamais battu depuis. C'est ça, exactement. Ou avec Federer, qu'il a gagné Federer quand il avait 16 ou 17 ans à Monte-Carlo, et depuis, il n'a plus jamais gagné. Enfin, tu vois. Et pourtant, c'est un mec qui a fait 2 fois demi-finaliste à Wimbledon. Enfin, voilà, il a gagné une quinzaine de tournois ATP 250. Enfin, c'est un des meilleurs joueurs de tennis français de tous les temps, avec Yannick Noah et les mousquetaires, quoi. Et surtout, moi, j'ai l'impression qu'il fera encore du tennis quand on aura 98 ans. J'ai l'impression qu'il fait déjà du tennis depuis 30 ans. Mais c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est un passionné, mais dingue du tennis. Il adore son sport. Tu vois, il le transpire.
il est capable de se réveiller à 3 heures du matin pour regarder Federer. Il trouve des coups beaux. Enfin, tu vois, c'est pas un mec qui va au tennis en faisant, c'est pas je sais pas, c'est pas un fonctionnaire du tennis. Il adore son sport, à part que il est souvent blessé, qu'il a pas le mental de dingue, tu vois. Mais j'adore ce sport, j'adore Richard Gasquet. Et ça me fait toujours de la peine quand on le descend. Voilà, j'aimerais bien qu'on le réhabilite et j'aime Richard Gasquet autant qu'il le sache. Et le deuxième, c'est tout l'inverse. Le deuxième, c'est Antoine Guillon, qui est aussi héroltais, qui habite pas loin de Béziers. Hein, et Antoine Guillon, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a gagné la Diagonale des Fous en 2015, qui a gagné l'Ultra Trail World Tour en 2015. Ça fait 15 ans qu'il est au sommet dans l'Ultra Trail. Et Antoine, lui, c'est tout l'inverse de Richard. Richard, il est né avec beaucoup de talent, et Antoine, pas tant que ça. Mais Antoine, c'est un bosseur. Il bosse du matin au soir son sport. Il va jusqu'au bout, tu vois. Et lui, si il va jusqu'au bout, c'est parce que son corps, il le porte au maximum de ce qu'il peut faire. Et ça, je trouve ça admirable de sa part. Et ça fait des années et des années qu'Antoine gagne des courses un peu partout dans le monde en ultra. Il est très rarement blessé parce qu'il est très intelligent. Voilà. Donc 2-0 le T pour mes sportifs, mes sportifs de cœur. C'est noté. J'espère qu'on aura le plaisir de recevoir Antoine très bientôt dans un épisode de Course Épique. Nul doute qu'il en a un certain nombre à partager avec nous. Ah ouais, franchement, oui. Il a de l'expérience. Denis, merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, le Thor des Géants. Pour en planter le décor très brièvement, le Thor des Géants, c'est une compétition d'ultra trail qui a été créée en 2010 et qui se déroule dans 34 communes au cœur de la vallée d'Aoste. Elle traverse notamment le parc naturel du Mont Avic et celui du Grand Paradis, connu pour leurs magnifiques paysages de lacs et leurs cols en altitude. Le départ et l'arrivée de la course se situent en Italie, à Courmayeur, un nom que vous avez probablement dû entendre une centaine de fois à la fin du mois d'août dernier, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, je n'en doute pas, avec l'UTMB. C'est un des points de passage de nombre de courses de l'UTMB. Le parcours de ce Thor des Géants s'effectue en une seule étape tout au long des 2 hautes routes Val d'Autène. Les participants au nombre de 660 au maximum et qui ont le privilège d'être tirés au sort, c'est pas une partie facile, doivent conclure l'épreuve en 150 heures maximum. Ces coureurs courent sous un régime d'autonomie partielle avec plus de 40 points de ravitaillement sur le parcours. Le parcours mesure 330 km de long, compte 25 cols de plus de 2000 mètres, 30 lacs et grimpe jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour un dénivelé total de 24 000 mètres. Mais ça, ce sont les chiffres qui annoncent l'organisation. J'ai l'impression que les coureurs ont une vue un peu différente sur le sujet, et notamment sur le dénivelé. Je pense que tu vas pas manquer de nous confirmer ça, Denis, mais j'ai l'impression qu'on flirte plutôt avec les 30 000 mètres que les 24 000. C'est ça, c'est 24 000 selon la police et 34 000 selon les syndicats. Dernière stade pour conclure la présentation de cette course, probablement très révélatrice de son niveau de difficulté. Le taux d'abandon moyen avoisine les 50%. Il a même atteint les 52% lors de ta participation à l'édition 2016. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le Thor des Géants. Mais avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre rubrique terrible de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On va suivre aujourd'hui ta course épique pas à pas et découvrir ensemble si tu as réussi à atteindre ton objectif de devenir un géant, puisque c'est le nom qui est donné au finisher de la course. L'occasion rêvée de consacrer cette question qui pique aux géants célèbres et notamment ceux du cinéma, une thématique qui m'est assez chère en plus de la course à pied, du trail, de la musique. Je suis assez fan de cinéma. Et voilà, et s'il y a bien un géant qui a marqué mon enfance, c'est Requin, l'imposant personnage, pour ne pas dire terrifiant, à la mâchoire d'acier qu'on a pu voir à l'écran dans 2 James Bond, L'espion qui m'aimait et Moonraker. Est-ce que tu vois de qui je parle, Denis ? Oui, il est affreusement. On n'oublie pas, en général, si on l'a vu. c'est Barbara Gould, on n'oublie pas. Surtout moi, les grands, ça m'a toujours fait peur, hein, donc vu ma taille. Parfait. Bon, écoute, l'exercice du jour consiste pour toi à répondre vrai ou faux aux 3 informations suivantes que je vais partager avec toi et qui concernent ce géant mythique du cinéma. Pour la petite histoire, le comédien qui l'incarnait, Richard Kiel, mesurait 2,18 m, donc c'était un joli bébé. Première question de ce vrai-faux à consonance aquatique pour toi, Denis. Le personnage de Requin doit sa mâchoire en acier à une chute sur les sentiers de Sirzinal en août dernier après avoir tenté de suivre le rythme de Kylian Jornet pendant 20 mètres. Vrai. Ouais, effectivement, c'est totalement vrai, bien évidemment. Tout le monde l'aura compris. Sur le Thor des Géants, on fait sur la Swiss Peaks, je veux dire, on fait une partie du Sirzinal et je pense qu'il y avait moyen de se planter à plein d'endroits. Deuxième question un peu plus sérieuse de ce vrai-faux. Requin figure-t-il dans la liste des rares méchants qui ont réussi à échapper à James Bond et dont il n'a jamais réussi à se défaire ? Est-ce qu'il l'a eu ou est-ce qu'il n'a pas réussi à avoir sa peau ? Je pense que James Bond a dû réussir à avoir sa peau quand même. C'est le plus fort, James Bond, non ? C'est vrai qu'il est très très fort en plus d'être élégant, mais non. Écoute, il n'a pas réussi avec Requin. Il y a 3 personnages dont il n'a pas réussi à avoir la peau. Donc il y a donc Requin,
Il y a Irma Buns qui apparaît dans le service secret de Sa Majesté. Et il y a Trick Track, je sais pas si tu vois, c'est le personnage de petite taille et homme de main de Scaramanga que l'on retrouve notamment dans L'Homme au pistolet d'or. Lui, il a fini en prison, mais il était bel et bien vivant. Mais ça arrive souvent aussi sur les courses, des mecs que tu trouves vraiment laids et qui courent très mal, et ils arrivent toujours devant toi. C'est un peu pareil. C'est l'école de l'humilité, la course à pied, on le sait tous. C'est ça. Troisième et dernière question, c'est cette question qui pique. Est-il vraisemblable selon toi que le rôle de requin était initialement pensé pour l'acteur qui incarnait Dark Vador ? Alors là, aucune idée. Non, mais j'en sais rien du tout. Alors, en fait, tu m'aurais dit vrai ou faux, les deux réponses marchaient, puisque ça a été un peu pensé pour lui, c'est-à-dire que c'était pas l'option. Hein. La première option, c'était Will Sampson, qui joue le chef indien dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais pas si tu vois ce film avec Jack Nicholson. Et c'était au second rang, donc David Prowse, qui joue le rôle de Dark Vador dans Star Wars. Donc, vrai et faux, ça marche. Écoute, tu t'en sors bien avec 2 bonnes réponses sur 3 et une première où tu as évidemment répondu à côté pour me faire plaisir. Mais voilà, jolie perf. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. Denis, maintenant, on va parler de la seule chose qui compte, c'est ta course épique. Pour commencer, je vais te demander comment s'est présenté à toi l'opportunité de participer à cette édition 2016 de ce Tour des Géants. Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps ? C'est Antoine Guillon qui m'en a parlé la première fois, parce que je suis journaliste à France Télévisions, à Montpellier, et Antoine avait participé au Tour des Géants, je crois que c'est en 2015 ou en 2016, je sais plus quelle date, et je l'ai invité dans mon émission dans le Journal des Sports du dimanche, et donc il est venu très gentiment dans les studios, et je lui ai posé plein de questions pendant l'émission, et autant de questions après l'émission. Et je trouvais ça dingue. Comment c'est possible de courir 340 km? Et surtout, ce qui m'avait frappé sur les images d'Antoine à l'arrivée, parce qu'Antoine ne gagne pas cette année-là, je crois qu'il finit 2e, c'est qu'il était affreux à l'arrivée. Il était gonflé du visage. Et il m'a dit, c'est la seule course où j'ai pris des kilos. Alors, faut savoir qu'Antoine, il fait ma taille, c'est-à-dire 1m70 à peu près, et il fait 51 kilos, Antoine. Et moi, je fais 64 kilos. Tu vois déjà le différentiel, quoi. Antoine, c'est vraiment, il est vraiment taillé pour la course à pied. Il est sec, on peut le dire. Et ben, il a pris des kilos sur le Tour des Géants, parce qu'en fait, à force de courir, je sais pas quel truc, mais t'as ton système lymphatique qui fonctionne plus bien, et du coup, tu te gorges en eau. Et il avait le visage tout boursouflé. Enfin, on aurait dit Mister Magoo avec les yeux qui se fermaient, quoi. Et il m'a dit, tu vois, Denis, une semaine après la course, mes battements du cœur sont encore entre 5 et 10% au-dessus de la normale. Donc, c'est-à-dire qu'une semaine après, il avait toujours ça en lui, tu vois. Incroyable. Et ça, c'est Antoine Guillon. Toi, il était allé jusqu'au bout du Tour des Géants. Il fait partie des cadors. Mais moi, ça m'avait franchement épaté. Je me dis, ça, c'est un ultra trailer. C'est Antoine Guillon, quoi. Et puis l'idée petit à petit a fait son chemin, et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire la course, parce que j'ai été invité par le Tour des Géants. Et là, je me suis dit, voilà, je vais rentrer dans le cénacle. Je vais être au départ de cette course mythique, mais je vais pas le faire comme Antoine, et je vais le faire beaucoup plus cool. Et j'espère que j'aurai pas les mêmes problèmes de visage à l'arrivée pour la photo. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est Antoine qui m'a mis le virus dans le cerveau. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de t'essayer à de tels formats de courses ? Non, du tout. Moi, les courses les plus longues, bon, j'étais pas un perdreau de l'année, hein. J'avais déjà fait, je sais pas, 2 fois l'UTMB, 3 fois la Diagonale des Fous. Enfin, mais c'était la première fois où. Et d'ailleurs, avant de me lancer sur cette course, je me disais, Denis, t'as aucune chance de terminer cette course. Parce que chaque fois que je me voyais à l'arrivée d'un ultra-trail de 170 km, je voyais bien que j'étais fatigué. Alors que là, c'était, quand tu arrives à 170 km, il faut faire autant pour arriver au bout du Tour des Géants. Je me suis dit, tu n'y arriveras jamais, donc je me suis mis aucune pression. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation spécifique pour ce Rien du tout. J'ai fait exactement comme d'habitude, à part que j'étais dans une forme cette année-là éblouissante pour mon âge. J'avais 52 ans à l'époque. J'avais réalisé des belles épreuves un peu avant. Mais au niveau de l'entraînement, j'avais rien fait de plus. Vraiment, hein. J'avais fait très attention, justement. J'avais qu'une envie, moi, c'était d'arriver frais au départ. J'avais pas envie d'arriver. C'est ce que j'avais retenu, quoi. Ne va pas au départ de cette course en étant complètement cuit.
par trop d'entraînement la nuit, etc., arrive frais. Donc j'ai fait pas plus qu'une saison normale. Ce projet de course, Denis, c'est aussi à ce titre qu'elle est épique pour toi. Il s'inscrit dans une période qui est particulière dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler du contexte plus global pour toi à cette période et dans lequel s'inscrit ce Tour? Oui, alors moi 2016 c'est vraiment une année charnière parce que jusque-là je vivais avec mon ex-femme et on avait eu 2 enfants mais bon voilà comme plein de couples on était en instance de divorce en 2016 et quelques 50% de finishers, c'est ça aussi, en tout cas à Paris. ouais, c'est ça. Ouais. Actuellement c'est ça, t'as raison. Et, et quelques semaines avant la course, à peu près 2 mois avant la course, j'ai connu ma compagne actuelle, Letty, donc. Et c'est vrai que c'était une époque où voilà, j'avais eu un coup de cœur pour Letty à ce moment-là. J'avais déjà quitté mon ex-femme. Enfin, c'était vraiment un moment charnière pour moi, quoi. Et puis j'avais aussi mon aîné qui était parti faire ses études à Strasbourg. J'avais ma fille qui avait eu le bac cette année-là, l'été, et qui partait à Lyon. Enfin, c'était vraiment beaucoup de. Moi, j'étais parti de ma maison. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un moment assez compliqué au niveau émotionnel, toi. Mais en même temps, j'étais plein d'énergie. Comme je te disais, je regarde pas trop derrière, je regarde tout le temps devant. Et ce que je voyais devant, ça me plaisait, quoi. Je voyais qu'il y avait plein de choses, mais j'étais quand même en entre-deux, quoi. Donc c'était une période vraiment très compliquée et en même temps exaltante. Et je te dis que pendant ce moment-là, on dit que c'est vrai que l'amour donne des ailes. Et c'est vrai que moi, j'étais particulièrement efficace sur les courses à pied. Je me rappelle, j'avais fait 3e au scratch dans une course au Caroux au mois de juillet. Comme le Tour des Géants, c'était au mois de septembre. Et puis j'avais fait 13e à l'UT4M Challenge, qui est une course, un ultra en 4 étapes vers Grenoble, 3 semaines ou un mois avant le Tour des Géants. Donc j'étais vraiment en forme, quoi. Donc je m'en rappelle comme de moments assez exaltants émotionnellement, mais et physiquement aussi. Pour avoir vu plusieurs de tes vidéos, tu aimes à t'embarquer avec des partenaires de jeu dans les courses sur lesquelles tu t'inscris. Est-ce que c'était le cas sur ce Tour des Géants ou est-ce que tu t'es inscrit seul? Ah non, là j'étais parti, on devait faire, on pensait qu'on allait faire la course ensemble. Moi j'étais parti avec celui que j'appelle affectueusement mon bichon depuis des années, c'est Ludovic Babouchet, qui est journaliste et qui est chef d'agence au Midi Libre à Montpellier. Et avec Ludo, on avait déjà fait l'UTMB en 2008 ou 2009. On avait fait plein de courses, les marathons, le marathon de Berlin. On avait fait la Diagonale des Fous 2 fois ensemble. Enfin, c'est vraiment mon pote de course à pied. D'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que je fais de la course à pied, puisque c'est lui qui m'a mis mon premier dossard de marathon dans les pattes. C'était le marathon de Paris. Donc, on a tous bien entendu que tu disais à cause de lui, non pas grâce à lui. C'est ça. On en tirera les conséquences. C'est ça. Et donc, Ludo, entre parenthèses, qui vient d'avoir un bébé avec Marine cette nuit, qui s'appelle Anna Rose. Donc, je les salue tous. Et donc, Ludo, sur cette course, on avait décidé de la faire plus ou moins ensemble, mais on n'avait pas non plus dit, parce qu'on est tous les deux des gros compétiteurs, on n'avait pas dit on reste ensemble coûte que coûte. Tu vois, on prenait le départ ensemble, et après, advienne que pourra. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on gérait avec Ludo. On voulait pas que le moins fort empêche le meilleur d'aller au bout plus vite. Donc voilà, on s'est pas dit on gagne ensemble, on perd ensemble, tu vois. Et puis Ludo avait une énorme chance par rapport à moi sur cette course, c'est que lui il y est allé avec Marine, sa chérie, qui lui a fait tout le long les ravitaux, qui s'est occupé de lui. Enfin vraiment, il a été materné et c'est super. Un bichon bichonné en quelque sorte. C'est ça, un bichon bichonné et c'est super important sur une course aussi longue d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter à chaque ravito, parce que au bout d'un moment, tu sais plus trop où t'en es au niveau des vêtements, de tes batteries pour ton téléphone, pour ta lumière, pour moi ma GoPro. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et lui, il avait cette chance, et moi, j'avais pas cette chance parce que Letty avait pas pu avoir de repos, parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un, parce ça dure 6 à 7 jours. C'est-à-dire que la personne qui t'accompagne est obligée de prendre une semaine de vacances pour suivre un mec qui est dans la montagne. Tu vois, c'est pas facile de trouver quelqu'un sur une semaine. Et moi, j'avais pas eu envie
de demander genre à mes followers parce que j'aurais eu des réponses, tu vois. Si j'avais mis sur mes réseaux sociaux qui veut venir m'aider à faire mon ravitaillement, j'aurais eu du monde. Mais j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment, comme j'étais dans une période un peu particulière, je voulais m'en sortir tout seul, par moi-même. Et bah j'ai pas été déçu. Hein. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Si on se parle d'objectifs sur cette course, de ce que je comprends, finir était déjà le premier objectif que tu te donnais en croyant d'ailleurs que c'était pas forcément un objectif atteignable. Non, je pensais que c'était pas. C'est pour ça que je me mettais aucune pression. C'est pour ça que j'ai pas regardé non plus le parcours. Je voulais pas me faire peur, tu vois. Donc je savais même pas le nom du premier col. Pour moi, c'était, c'est pas la peine de regarder au 200e kilomètre si c'est plus dur, quelle partie. Parce qu'en fait, sur le Tour des Géants, il y a clairement des parties faciles et des parties moins faciles. Des parties techniques, des parties affreuses. Enfin, et moi, j'en savais rien, quoi. Et franchement, Et c'était mieux comme ça. c'est bien mieux comme ça, quoi. En tout cas, moi, je vis bien. D'autres sont incapables de faire ça parce que d'autres n'aiment pas l'inconnu et n'aiment pas les mauvaises surprises. Donc voilà, tout s'entend, quoi. Denis, qu'est-ce que tu attends de ce Tour des Géants? À ce moment-là, moi, c'était clairement de me dépasser et de faire un joli film. Parce que j'avais essayé de regarder des films par rapport au Tour des Géants et franchement, j'avais rien trouvé. J'avais rien trouvé d'intéressant, bien filmé, avec une belle histoire. J'avais pas trouvé de film qui partait de Courmayeur et qui revenait à Courmayeur et qui donnait envie de le refaire. Et je me suis dit, si tu arrives au bout quand même, là tu vas tenir un grand film, tu vois. Et c'est ça que j'avais envie de faire. C'était de me dépasser, certes, mais de sortir un gros film. C'était ça mon envie. Qui a d'ailleurs connu un succès assez incroyable puisqu'on est à ce jour à plus de 170 000 vues sur YouTube sur ce film. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à le voir en complément des échanges qu'on peut avoir. En tout cas, c'est une belle façon de se projeter et d'avoir des images au-delà de ta seule parole, en tout cas de s'immerger dans cette course qui est assez fascinante, j'avoue. Ouais, mais j'ai envie de dire à tout le monde, prenez du temps parce que ça dure 1h45. Denis, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et ton état d'esprit? Si je peux faire une parenthèse ici, l'autre jour, j'ai une influenceuse, je ne vais pas la citer parce que ça m'a un peu peiné ce qu'elle a dit. Elle me dit, oh, moi, tu sais, parce qu'en fait, on parlait il y avait un petit échange comme ça sur mes posts. Et elle disait, de toute façon, moi, les films de plus de 5 minutes tournés avec la GoPro, je regarde pas, c'est irregardable. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment de mauvaise foi de dire ça parce que elle, il lui fallait vraiment de la grosse production pour regarder des films de trail, tu sais, avec des belles images, de la belle musique. Et moi, c'est tout ce que ce que je ne crois pas dans les films de trail. Certes, il faut du beau, mais il faut du concret, il faut de l'émotion. De l'authentique. Et de l'authentique. Et moi, j'ai pas l'impression quand je filme, de faire des mauvaises images enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression moi, j'ai qu'une envie, c'est d'embarquer les spectateurs avec moi, tu vois. Mais il faut juste donner la chance au produit, quoi, comme on dit dans la véritissigement, quoi. Si tu donnes pas la chance au produit, ça marche pas. Donc, voilà, si elle nous écoute, qu'elle regarde un peu plus de 5 minutes, peut-être elle va tomber dans le panneau, qu'elle regardera jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et ton état d'esprit sur la ligne de départ? Comment est-ce que tu es dans ces moments-là? Alors, l'expérience aidant, j'imagine que tu es de plus en plus serein. Comment tu vis ces quelques minutes qui précèdent le départ? Ah, j'étais exalté, mais pas autant que sur ma première Diagonale des Fous, sur mon premier UTMB, où là, j'étais vraiment, j'avais l'impression que j'allais défaillir avant le départ, quoi. Là, j'étais quand même exalté, hein. Je me disais quand même, on part sur un truc, on est fou, quoi. Pourquoi partir sur 340 kilomètres? On regarde, tu sais, on est sur le départ, sur la ligne de départ, on est à Courmayeur, c'est quand même une des cités historiques de l'alpinisme mondial, hein, avec Chamonix. Bonatti est pas si loin. Enfin, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Tu vois le Mont Blanc qui est pas loin. Tu entends la musique de la fanfare de Courmayeur. Enfin, c'est bon. Et puis t'as le départ. C'est en italien, c'est en français. Parce que c'est la vallée d'Aoste. Pour ceux qui savent pas, c'est une vallée d'Italie qui est juste de l'autre côté du Mont Blanc. Et c'est une des vallées qui sont où on parle français. Donc c'est vrai que nous, les Français, on s'y sent bien, quoi. Moi, je suis haut-savoyard d'origine. La Savoie est rattachée à la France depuis 1860, je crois. Et avant, ça faisait partie du royaume Piémont-Sardaigne. Enfin, les Savoyards étaient dans le même pays que les Valdôtains et que les habitants du Val d'Aoste. Donc, c'est vrai que chaque fois que je suis dans
dans le Valais d'Aoste, moi je me sens bien, quoi. Je me sens chez moi. Donc voilà, je suis exalté, je suis heureux d'être au départ de cette course de Store des Géants. Ça y est, nous sommes à Courmayeur le 11 septembre 2016, il est 9h30, c'est l'heure du grand départ pour cette folle épopée de plus de 330 km. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières heures de course en compagnie de ton bichon ? Ouais, alors on part tranquille avec mon bichon. C'est, on fait le premier col, il fait super beau, c'est un vrai bonheur. On rigole et on part sur un rythme de sénateur. Et pour ceux qui savent pas, les sénateurs, ce sont ceux qui ont fait toutes les épreuves de toutes les éditions du Tour depuis le début. On les appelle les sénateurs. Donc on part vraiment à un rythme tranquille et Je crois qu'ils étaient 11 cette année-là, non ? À avoir fait les ouais, c'est 6 ça, ouais. éditions précédentes. Ouais. Et donc, on passe le premier col, on passe le deuxième col, le troisième col. Déjà, le troisième col, il pique bien et on est à plus de 3000 mètres d'altitude parce qu'on monte jusqu'à 3300 mètres sur cette course. C'est une course qui est dure parce que c'est une course d'altitude. Tu vois le Tour des Géants par rapport à l'Ultra Trail du Mont Blanc où tu vas au maximum à 2500 mètres, mais une seule fois ou deux. Là, t'es tout le temps entre 2005 et 3000. C'est vraiment une course d'altitude. Donc, tu le ressens bien, quoi. Et techniquement, c'est quand même, c'est pas extrême, mais c'est pas du gâteau non plus, hein. C'est pas des autoroutes. C'est vrai que l'UTMB, on dit que souvent que c'est une autoroute, ce qui est faux, c'est pas une autoroute. Mais quand même, c'est des chemins qui sont faciles. Là, le Tour des Géants, c'est autre chose, hein. Puis t'es entouré de vieux grognards, tu le vois autour de toi, quoi. Tu vois que c'est pas des perdreaux de l'année, c'est des mecs qui ont de l'expérience, quoi. Donc ouais, tu t'avances tranquillement et arrive la première nuit et là, patatras. Ça tourne mal. Et ouais, là ça tourne mal parce que Tu commences à avoir des premières alertes physiques et des nausées qui ouais, c'est sont ça. En assez fait, classiques. physiquement ça va bien. On vient de passer le premier ravitaillement, j'ai mangé, tout va bien. À part que je sais pas pourquoi, à un moment donné, Ludo me dit ça va, t'as pas de problème gastrique, et moi c'est mon gros problème en course à pied longue distance, pas au début, mais depuis pas mal de temps maintenant. Au bout du 60e kilomètre, je deviens une épave, quoi. Je commence à avoir mal au ventre. C'est comme si j'avais le mal de mer ou comme si j'avais le mal en voiture, enfin comme si je suis malade en voiture. Enfin c'est insupportable comme douleur et je peux faire qu'une chose, moi, c'est m'arrêter, vomir et derrière il faut que je me repose parce que j'avance plus, mais vraiment plus. Et on arrive à un ravitaillement avec Ludo. Et moi là, je dis à Ludo, putain Ludo, ça va pas. Et alors là, c'est la honte totale. On voit pas dans le film, mais je vomis sous la table dans le refuge, quoi. La honte totale, quoi. Et donc, ben, je me couche sous la table. Et là, c'était genre 22 heures. Et Ludo me dit, ben bon, bah moi j'y vais. Hein, je vais pas rester plus longtemps. Et je lui dis, ben oui, on n'a pas dit qu'on restait ensemble, donc vas-y, je te rattraperai si ça va mieux, quoi. Et quand il part, j'étais persuadé que j'allais pouvoir revenir sur lui à un moment donné. Et je l'ai plus jamais revu de la course, Ludo. En revanche, j'avais des nouvelles de lui par sa chérie. Et donc là pour Et moi, tu vomissais pas parce que t'étais hyper content, c'est pas comme dans l'Est de la peur, c'était vraiment parce que t'étais en difficulté. ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est exactement ça. Et, et donc là, bon, là pour moi, c'est le début d'une autre course, parce que j'étais avec mon pote, tout se passait bien. J'ai ce problème, ben, je suis obligé de m'arrêter et d'attendre. Et là, je repars en pleine nuit, 1h30 plus tard, mais je suis vraiment pas dans mon assiette. Je passe un premier col en pleine nuit, on est genre à 3000, vraiment, ça se passe pas super bien. Derrière, c'est très compliqué. Je m'arrête à un autre ravitaillement, je dors encore 1 heure. Je repars, et là, on est dans la journée. Puis là, on attaque le plus long col quel col, Lozon, qui monte à 3300 mètres d'altitude. Et là, pour moi, franchement, c'est un chemin de croix, quoi. En plus, il y a des randonneurs qui te font l'affront d'oser te dépasser sur le parcours. C'est ça qui est fou, c'est que je suis tellement mal que dans un col, il y avait des filles avec un mec, je sais plus quelle nationalité, peut-être des Tchèques, qui avaient des sacs énormes et je n'arrivais pas à les suivre. Donc c'est pour te dire dans quel état on peut se trouver après. Là, j'étais pas encore au 100e kilomètre, enfin j'étais au 80e kilomètre, enfin j'étais vraiment dans un état, j'avançais plus. Et là, t'as des idées d'abandon, hein, forcément. Tu sais que t'es même pas au 100e kilomètre, il t'en reste encore 240. Tu te dis mais comment c'est possible? Pourquoi t'as pas l'humilité de ne pas t'engager sur une course pareille? Tu vois, tout traverse dans la tête. Tu te dis mais ça sert à quoi? Enfin, pourquoi t'es là? Enfin, ça a pas de sens. Tu te fais mal.
Et qu'est-ce qui te fait tenir, tu penses, à ce moment-là? À quoi tu t'accroches? Je sais que tu as reçu pas mal de messages de soutien. Est-ce que tout ça, ça contribue? Est-ce que c'est une part Oui, infime ça dans compte. ce qui fait que tu t'accroches ou ça compte vraiment? Ça compte, pas vraiment, mais ça compte de savoir que les gens ils pensent à toi, qu'ils voient bien sur le live qu'il y a un problème parce que moi j'étais dans les centièmes et je passe subitement 400e, 500e. Cette année-là, on était 800 au départ, si je me rappelle bien. Et donc, petit à petit, je descends dans le classement. Et ce qui me faisait tenir, c'est que je savais qu'au 100e kilomètre, il y avait mon fils qui m'attendait avec 2 copains à lui. Et il faisait pas vraiment mon assistante. Mon fils, il était juste là pour m'assister, tu vois, pour me voir et pour me faire un petit salut amical. Et c'est ça qui me faisait tenir. Allez, on va jusqu'au 100e kilomètre parce que il y a Hippolyte qui m'attend, et après je verrai. Et quand j'arrive au 100e kilomètre, Hippolyte vient à ma rencontre et je lui dis écoute, parce qu'il me dit mais qu'est-ce qui se passe papa, ça va pas, et je lui dis non écoute Hippolyte ça va pas du tout, je me sens pas bien, ça fait presque 24 heures que je suis malade parce que ça faisait vraiment 24 heures que j'étais pas bien quoi. Je lui dis écoute c'est simple, soit j'abandonne maintenant, soit je me donne encore 3 heures, c'est-à-dire que je suis encore large par rapport aux barrières horaires. 3 heures, si je dors 3 heures et que derrière j'arrive à manger, peut-être que la machine va repartir, quoi. Et là, je dors vraiment 3 heures, je me réveille, je mange. Et la machine est repartie. Et la machine est repartie. Enfin, c'est ça qui est dingue dans ce sport de l'ultra XXL, c'est que t'as le temps de te refaire, tu vois, t'as le temps de passer du pire, parce que franchement, j'étais au bout du bout. Et derrière, le fait de remanger, ça a remis de l'essence dans mon organisme. J'étais à sec et je repars. Et je repars avec une envie dingue de finir la course. Je me dis ouais, je reste pas au 100e, je continue quoi. Tu repars même avec tellement d'envie que tu précipites un peu ton départ et tu es obligé de faire un petit aller-retour à ce moment-là? C'est ça. Alors c'est un peu plus loin, ça c'est genre 20 km plus loin, mais c'était en heure, c'est 7-8 heures plus tard. Ah oui, quand même. Ouais, c'est ça. Les unités sont pas exactement les mêmes, ouais. C'est ça, on n'a pas l'impression, mais je repars en pleine nuit, donc du 100e kilomètre à Ravito, et là, dans la nuit, vers 4 heures du matin, j'ai le sommeil, et je m'arrête dans un refuge. Et déjà, je demande à la dame qui nous accueille, parce que c'est comme ça que ça se passe au Tour des Géants. Quand on arrive, on demande est-ce qu'on peut manger, et derrière, est-ce qu'on peut avoir une place pour dormir, et si oui, vous nous réveillez dans une demi-heure, 1 heure. C'est vraiment très très bien foutu. Et là, la dame, je lui dis, ouais, vous me laissez dormir 1 heure. Et elle me laisse dormir 2 heures. Donc quand je me réveille, je suis complètement, je suis un peu dégoûté quoi, parce que je me dis merde, ça allait mieux, et puis là tout à coup, je redescends quoi. Et j'étais dans les 600e au niveau du classement là. Et donc je repars, pas énervé, mais un peu secoué par le fait d'avoir dormi 1 heure de trop. Et en partant du refuge, j'ai oublié mes bâtons. Et tu peux pas, enfin moi je pense que c'est impossible de faire le Tour des Géants sans les bâtons. Enfin, t'en as vraiment besoin pour monter tous les cols. Et là je m'en suis rendu compte au bout, franchement, de 20-25 minutes. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai oublié les bâtons au refuge, quoi. Je suis reparti sans les bâtons. J'ai donc été obligé de remonter au refuge pour récupérer mes bâtons. Dans l'affaire, j'ai refait 400 mètres de dénivelé. Enfin, ça a l'air de rien, mais quand même, c'est dans la tête, tu prends un coup, quoi. Et du coup, je suis reparti avec le lever du soleil, avec encore plus d'énergie. Et là, dans ma tête, je me suis dit, allez, là, on est en mode Pac-Man. On double, on double, on double, on double. Et c'est ce que j'ai pas arrêté de faire à partir de ce moment-là. Cette journée de mardi, donc, qui est ton 3e jour de course, c'est celle de la Renaissance, on l'a entendu, mais c'est aussi celle du partage, avec une langue qui, comme ton estomac, se délie au fil des kilomètres et au gré des rencontres que tu es amené à faire sur la route. Là, tu vis pleinement ce moment d'allégresse en discutant avec tous les coureurs que tu peux rencontrer sur la route. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que autant pendant la journée où j'étais complètement out la veille, j'ai parlé quasiment à personne. Enfin, j'étais juste incapable. Autant là, j'ai commencé à m'ouvrir à tout le monde, quoi. Tu sais, t'es euphorique. Tu rattrapes les gars, t'en rattrapes 1, 2, 3, 4, 5, et petit à petit, tu t'ouvres au monde, et tu regardes les gens, et à un moment donné, dans la montée, après le 150e kilomètre, je tombe sur un mec de mon coin qui me dit ah mais moi je suis près de Montpellier à Bagnols-sur-Cèze, je m'appelle Fred, et ceux qui me suivent savent que Fred c'est un de ceux que j'appelle les fantastiques, avec qui j'ai fait ensuite la Swisspix et l'Euphoria, et avec qui j'ai mangé encore hier soir. Enfin tu vois, ça fait des grosses amitiés tout ça, et
Et donc j'ai passé 3 heures avec Fred. 3 heures, il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne. Moi, ça m'a fait du bien de parler de qui j'étais à ce moment-là, de ma situation de famille, de ce que j'étais. Lui m'a parlé du fait qu'il vivait avec une prof, qu'il était fonctionnaire, qu'il avait fait beaucoup de foot, que son fils faisait du foot. Enfin voilà, en l'espace de 3 heures, on s'est tout dit, quoi. Et à un moment donné, je lui ai dit, bon, moi j'accélère, je me sens bien, et ça a duré 3 heures, mais 3 heures très fort avec Fred, avec qui j'ai couru du 150e au 160e kilomètre, quoi, en gros, quoi. Et là, ça a commencé le début de la partie la plus dure du Trail des Géants. Mais ensuite, comme j'allais plus vite que les autres, je passais de groupe en groupe. C'est-à-dire que je restais avec un groupe pendant 1 heure, et puis après j'allais avec un autre groupe que je rattrapais 1 heure plus tard. Et puis quand je m'entendais bien avec les gens, bah, je restais un peu plus longtemps. Enfin, c'était vraiment, tu vois, c'était il y a 5 ans. J'ai pas revu le film, mais c'est encore très présent dans ma tête. Cette nuit-là, pour moi, c'est peut-être ma plus belle nuit en ultra trail. Dans un moment qui était hyper compliqué pour la plupart des gens au niveau technique, parce que c'est dur, il y a des gros rochers, t'es au milieu de nulle part, tu sais pas dans quelle direction tu vas, parce que t'es en pleine nuit, donc tu vois rien. Et pourtant, moi, j'étais en pleine, ouais, j'étais complètement zen, quoi. C'était vraiment une belle, un beau souvenir, ça. Donc tu nous l'as dit, tu as passé le cap psychologique de la mi-course au refuge de Koda, il y a encore des gros morceaux devant toi, et puis cette seconde partie de course qui s'annonce encore plus exigeante que la première. Et puis tu arrives une petite péripétie un peu plus tard, aux environs du kilomètre 200, dans cette journée de mercredi, puisque tu casses ton bâton, ce qui est, comme tu l'as expliqué, assez fondamental de pouvoir compter sur eux. Et donc là, tu es trahi par ton matériel. Ouais. Mais tu as une parade pour tout ça. Ouais, alors parce que là, bon, l'histoire de bâton, c'est quand même drôle sur cette course. Je casse mon bâton de façon tout à fait fortuite, hein. Je mets le bâton dans un trou et il se casse. Donc j'en ai plus qu'un, et je me dis je peux pas finir le Tour des Géants avec un seul bâton. Et donc j'ai mes parents qui viennent me voir justement sur un ravitaillement là, et je téléphone à ma mère, je lui dis écoute, il faut absolument que vous me trouviez un bâton, et je lui dis surtout ne m'achetez rien d'autre qu'un bâton en carbone super léger, autrement je le prendrai pas, quoi. Alors mes parents, ils sont de super bonne composition, ils ont fait du mieux que possible, mais ils m'ont acheté des bâtons, mais des bâtons, je pense que c'est les plus lourds de la planète. Et quand je suis arrivé à leur niveau, tu sais, t'es dans un autre monde quand tu fais une course de 340 km, quoi. Et à un moment donné, t'as envie d'être materné, t'as envie d'être aidé, t'es comme un bébé, t'as envie d'être comme un bébé par moment, quoi. Et là, moi, j'ai pas compris qu'il m'ait acheté ce bâton-là, et du coup, je suis reparti du ravito sans leur bâton. Donc t'as pas laissé sa chance au produit cette fois-là? Non, j'ai pas laissé la chance au produit, mais j'ai eu raison, parce que j'aurais pesté contre ces bâtons, tu vois, c'était. Et donc, j'ai pas pris les bâtons de mes parents. Ils étaient d'ailleurs très en colère contre moi. Et aujourd'hui, on en parle en rigolant, hein, mais à ce moment-là, c'était pas trop. Enfin, ils ont pas compris que moi, j'étais vraiment j'étais fatigué. Enfin, tu vois, on se rend pas compte des fois. Les gens qui viennent nous voir se rendent pas compte dans quel état on peut être dans notre tête et dans notre corps, quoi. Et donc, ils ont pas pris trop de gants avec moi. Et du coup, je suis reparti. Et j'avais toujours mon bâton, et l'autre qui était cassé, donc j'avais qu'un bâton. Et un peu plus loin, des marcheurs qui me demandaient comment ça allait. Je dis bah écoutez, moi je me sens super bien, mais le problème c'est que j'ai qu'un bâton. Et là il y a une dame qui redescendait de la montagne, qui m'a donné ces 2 bâtons, qui étaient des beaux bâtons en carbone. Et pour la petite histoire, on s'était donné rendez-vous à mon arrivée pour qu'elle récupère ses bâtons, ce qu'elle a fait. Et du coup j'ai fini avec des bâtons, je crois qu'ils étaient rouges, qui n'étaient pas les miens, mais bon, ils m'ont bien aidé, quoi. Est-ce qu'on peut dire que, enfin, tu t'évoquais tout à l'heure l'idée de second souffle, est-ce que, après ces quelques jours de course, est-ce que tu as l'impression d'arriver à faire des choses que tu étais incapable de faire 3 jours plus tôt, même avant que ça aille mal? Est-ce que le corps t'a surpris et révélé des choses dont tu le pensais pas capable? Ah oui, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que une fois que ton corps a pris le rythme, j'étais capable de manger n'importe quoi à n'importe quel moment, de le digérer de façon tout à fait facile. Et j'avais une capacité à rattraper les personnes en montant, surtout en montant, hein, parce que je montais 2 fois plus vite que tout le monde, dans le niveau que j'avais, hein, que j'étais complètement euphorique, quoi. Et en descente, j'avais mal nulle part. J'avais vraiment, je ne souffrais de rien. J'avais faim, je mangeais, j'avais soif, je buvais, et tout passait, quoi.
j'ai jamais revécu un moment pareil. Être aussi bien dans une course. Et ce qui est génial, c'est que sur le Tour des Géants, on mange super bien. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le top du top au niveau ravitaillement. C'est-à-dire que tu arrives à n'importe quel refuge, à n'importe quelle heure, à 3 heures du matin, dans un petit refuge à 2500 mètres d'altitude, t'as quelqu'un qui t'attend et qui te demande si tu veux des pâtes al dente avec de la sauce tomate, avec du fromage, tu sais. Et t'as tes pâtes al dente. C'est pas des pâtes qui sont bouillies, qui ont plus de forme. Non, non. Et c'est aussi pour ça Me dis pas qu'en plus, ils prennent les tickets resto. Non, mais sur certaines courses, c'est important d'avoir sa carte bleue. Parce que parfois, t'as pas assez à manger, quoi. Donc, avec ta carte bleue ou de l'argent, tu peux t'arrêter dans un restaurant le long du chemin. Là, t'as pas besoin au Tour des Géants. Le Tour des Géants, c'est le summum au niveau ravitaillement, quoi. Et ce qu'on sait pas aussi, c'est que sur une course aussi longue, évidemment, on est obligé de dormir à des moments. Tu sais, c'est comme les navigateurs au long cours. Si tu t'arrêtes pas pour dormir, tu finis pas la course. Et là, nous, comme il y a 40 refuges, et il n'y a pas tout le temps de la place, mais souvent il y a de la place, parce qu'il y a tellement d'espace entre les coureurs, que tu peux dormir 1 heure ici, 1 heure là, et le fait de dormir 1 heure de temps en temps, bah, ça régénère complètement ton corps. Et tu repars, pas neuf, mais tu repars mieux, tu vois. Donc ça, j'aime bien. À l'approche de la nuit de jeudi à vendredi, donc tu as déjà un certain nombre de jours de course dans les pattes, tu vis en haut du col de Nana un moment de plénitude ultime, un moment en tout cas qui a particulièrement marqué ta vie visiblement. Oui. Alors voilà ce que je vais faire, Denis, je vais fermer les yeux et puis tu vas nous le raconter pour qu'on puisse se projeter au mieux dans celui-ci. Allez, fais-nous rêver. Tu sais, déjà, tu me donnes les frissons, c'est déjà pas mal. c'est que là, il faut imaginer c'est tellement long et il y a tellement peu de coureurs finalement que j'étais vraiment tout seul. C'est-à-dire que derrière moi, à 30 minutes, il y avait personne et devant moi, 30 minutes devant, il y a personne. Donc je suis vraiment tout seul dans la montagne, il fait beau. Il y a un coucher de soleil qui est splendide, on est à peu près à 2500 mètres d'altitude. Il y a pas de vent, c'est la fin de la journée. T'es bien dans ton corps, dans ta tête, t'avances, c'est vraiment, c'était vraiment un moment de plénitude, mais dingue. Je me sentais vraiment au bon endroit, au bon moment. C'est rare dans la vie de te sentir bien, vraiment, vraiment. Tu sais, il y a rien qui va pas, quoi. Je me sentais vraiment au summum de ce que je pouvais être sur cette terre, quoi. Et là, j'arrive vers le sommet, vers le col, et là, il y a des bouquetins qui m'attendaient et qui sont restés à me regarder en train de passer, et je les ai regardés, et je me suis dit, c'est ça l'ultra-trail sur le Tour des Géants. C'est de vivre ce moment-là, quoi. Et t'arrives en haut à un col qui s'appelle le col de Nana, et c'est drôle parce qu'il n'y en a pas du tout de Nana là-haut, quoi. J'étais tout seul, quoi. Mais c'était beau, beau, beau. Et quand tu passes ce col, derrière, t'as un plateau et t'avais des paysages à perte de vue. Oh, c'était formidable. À part, il y avait juste un truc que je me rappelle je me suis dit, c'est pas si formidable que ça, c'est que il y avait des nuages au loin et il y avait une dépression qui arrivait, quoi. Et là, je me suis dit, putain, la nuit, elle va pas être si facile, quoi. Mais en tout cas, à ce moment-là, le summum sur ce Tour des Géants. Ça y est, je rouvre les yeux. Parfait, tu m'as fait voyager, Denis. Et donc, tu nous l'as dit, avec ce bulletin météo, ça va se compliquer pas mal la nuit qui arrive, puisque tu arrives à 3 heures du mat au refuge suivant, où tu es détrempé. Et quand tu repars 3 heures après, les conditions se sont pas franchement améliorées. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage de la course et puis ton état d'esprit dans ce moment qui a quand même été assez délicat après toute l'euphorie et l'embellie que tu avais connue les jours et heures précédentes? Là, finalement, c'est un nouveau scénario qui se dessine pour toi? Ouais, parce que c'est les montagnes russes, tu sais. Des moments on est super bien, des moments on est un peu moins bien, et c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment la tête qui décide. Tu sais, si t'as pas la tête qui fonctionne, le corps il va tomber il va se disloquer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je repars de ce refuge peut-être un peu trop tôt, et il y avait vraiment des énormes grosses gouttes qui tombaient. J'avais super froid, mais vraiment c'était la grosse pluie de montagne à 2000 mètres d'altitude, 2500 mètres. Là, t'es vraiment pas bien. J'étais tout seul. Le sentier, c'était un ruisseau. Enfin, c'est vraiment des mauvais moments. Et puis mon matos, c'était pas au top. Je me suis rendu compte que par exemple pour un ultra aussi long, faut pas partir avec des vestes Gore-Tex de Mickey qu'on peut vendre pour des petites courses, quoi. Faut vraiment partir avec des vestes Gore-Tex et des pantalons Gore-Tex d'alpinisme, quoi. Même si c'est un peu lourd, au moins t'es sûr que t'es au sec à l'intérieur, quoi. Donc j'étais bien mouillé de l'intérieur, et puis
Et là, je me suis demandé à quoi ça rimait tout ça. Et là, j'ai craqué, quoi. Et j'ai commencé à pleurer et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et là, c'est posé la question pour moi, est-ce que je filme ou pas ça? Parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je m'apitoyais sur mon sort et je me disais, mais à quoi ça sert tout ça? Et je me suis dit, ouais, faut que tu filmes parce que t'en feras ce que tu voudras derrière, mais si t'as pas la séquence, tu vas le regretter au montage. Donc filme, tu triches pas, tu fais comme voilà, c'est comme ça que tu es actuellement. Puis j'ai tout remis en cause. Est-ce que ce moment dans ma course, est-ce que c'était pas moi qui prenais le mauvais chemin aussi dans ma vie? Est-ce que est-ce que j'avais raison d'aller dans un sens ou tort? J'étais en instance de divorce. Enfin voilà, ma fille qui partait. Mais c'est surtout ma fille qui. J'avais vu juste un peu avant la famille Bélier, tu sais, avec Lohan Ouais. et à la fin du film, elle part. Et moi, je vivais ça un peu avec ma fille qui partait quoi. Elle partait à Lyon faire ses études et c'était la fin de ce premier chapitre de mon existence où voilà mes deux grands enfants étaient partis du foyer qui n'existait plus. Enfin voilà, c'était un moment qui était un peu difficile pour moi et, et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer quoi. Et là, j'arrive à un ravitaillement. Et j'étais avec mon pote qui est un autre fantastique qui s'appelle Thierry Gasparini, qui est un Titi pour ceux qui me suivent, qui est le gars qui est tout tatoué et la tête aux pieds et qui est catalan, qui est jardinier et que j'ai connu sur le Tour des Géants, que j'ai ensuite connu sur la Swisspix, etc., etc. Et sur le foyer. Enfin, toi, c'est des gars qui me suivent et avec qui je garde vraiment des contacts forts. Et on arrive à un ravitaillement ensemble. Et là, il y a une dame qui s'occupait de ce ravitaillement, qui m'a parlé et qui m'a dit, qui m'a remonté le moral, qui m'a dit que c'était normal, qu'on vivait des choses tellement dures, physiquement, émotionnellement, que voilà, c'était normal que je craque, mais que j'allais finir la course et que j'allais être fier de moi et qu'elle comprenait. Enfin, elle a été formidable cette dame. Et du coup, voilà, je suis reparti que bien de ce ravitaillement zen. J'avais retrouvé la paix avec moi-même, quoi. Et la pluie s'est arrêtée, et on était d'ailleurs à la limite entre la pluie et la neige, donc il faisait vraiment très froid. Et le fait de redescendre dans la vallée, à un moment donné, ça m'a requinqué et je suis reparti. Donc tu repars dans des très bonnes dispositions suite à cet échange qui te relance pour cette dernière ligne droite et puis les plus ou moins 24 heures qui s'offrent et qui t'attendent, en tout cas, je ne sais pas si elles s'offrent à toi, mais en tout cas qui te séparent désormais de l'arrivée à Courmayeur. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière journée et puis de ces derniers instants que tu as passés sur le Tour des Géants? Ouais, les derniers instants, c'est assez marrant parce que je pensais que dans ma tête, ça allait pas dans la même vitesse que ma Laetitia, par exemple. Parce que avant la dernière montée qui s'appelle vers le col de Malatra, moi je pensais que je passais ce col et que j'étais arrivé à Courmayeur, quoi. Je pensais que en l'espace de 4-5 heures c'était fait, quoi. Et donc ma Letty elle était tout le temps à Montpellier et je lui dis mais je l'appelle, je fais faut te dépêcher là parce que moi j'arrive bientôt à Courmayeur. Elle me dit mais Denis, t'es pas bien, quoi. T'en as encore pour au moins une demi-journée. Je dis mais non, j'arrive, j'ai plus qu'un sommet à faire. Elle me dit mais non. Et évidemment, elle savait qu'elle Elle avait avait son cœur de raison. route et elle est arrivée bien avant moi à Courmayeur. Puis, Les femmes ont toujours raison, Denis, tu sais bien. exactement. Et donc en pleine nuit, il m'est arrivé plein d'histoires dans la dernière nuit parce que j'avais plus de lampe frontale qui fonctionnait. J'avais pris 5 écus parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus où t'en es. Moi, comme j'avais pas de personnes qui me suivaient, j'avais pris 4 accus pour ma lampe frontale et ils étaient tous complètement déchargés. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bref, j'avais plus de lampe. J'ai été obligé de m'arrêter en pleine nuit. Et quand je suis reparti, c'était au lever du jour. Là, c'était le col de Malatra. Alors là, magique. Parce que quand tu passes le col de Malatra, t'es à 3000 mètres d'altitude. Quand tu passes ce col, putain, c'est le dernier col que tu passes et en face, t'as le Mont Blanc. T'as bientôt fini la boucle et c'était 6h30 du matin. J'ai des frissons rien que d'y penser. Lever du soleil. Je passe le col. Là, t'as un guide qui t'attend là et qui te dit, vous êtes en train de devenir un géant, monsieur. Waouh, putain. Les Là, frissons. les larmes de nouveau, quoi. J'étais au 320e kilomètre et, euh, et c'était bon et je remontais au classement et mon idée c'était de rentrer dans les 100 premiers du classement. J'étais comme un fou, tu sais, depuis ça faisait 3 jours que je doublais du mec, je doublais et je voulais être centième, 99e. Et derrière le col du Malatra, il y avait un ravitaillement et moi je savais que j'étais à peu près 102e. Et là je vois deux mecs qui sont au ravitaillement qui se ravitaillent. Je m'arrête quasiment pas, je repars, dans ma tête je fais putain 99e, génial quoi. Et ça on le voit pas dans le film parce que je le filme pas.
Et là, je fais 1, 2, 3, 4 kilomètres et je me retourne et il y a personne autour de moi. Pourtant, je vois sur les rochers les plaques du Tort des Géants parce que il s'est marqué. Je dis pourtant, je suis sur le bon chemin, je comprends pas, il y a personne. Ils sont où les deux qui étaient dans le ravitaillement? Pourquoi ils sont pas repartis? Et je continue dans ma connerie et j'arrive un peu au-dessus du refuge Bonatti, pour ceux qui connaissent, c'est sur le tracé de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de la CCC. Et là, je dis, il y a un problème, là. Il y a personne, il y a plus personne. Et donc, je téléphone à l'organisation, on avait le numéro, et là, on me dit que je me suis trompé complètement de chemin. Que après le ravitaillement, c'était à gauche et pas tout droit, comme l'ancien parcours. Et moi, j'étais sur l'ancien parcours. Et moi qui sentais qu'il y avait mal nulle part, écoute, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fait autant de kilomètres en plus, mais pourquoi? Et là, je redeviens. J'ai mal partout. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la tête. Et je suis remonté parce que autrement j'étais hors course. Donc j'ai fait au bas mot, je pense à peu près 8 kilomètres en plus pour remonter sur le bon parcours. Et ça, j'ai pas du tout filmé parce que j'étais tellement dégoûté. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai pas filmé un moment clé d'une course, quoi. Et donc je suis reparti et en plus ma caméra elle me lâchait un peu parce que j'avais plus de son. Et d'ailleurs la fin du film est un peu foirée parce qu'il y a plus de son quasiment, quoi. Mais bon. Ça nous permet de ne pas entendre les noms d'oiseaux que tu as dû évoquer au moment où tu t'es rendu compte de ta fausse route. C'est ça, Bon, tu l'as pas filmé, donc de toute façon, ouais. Ouais, j'étais dégoûté. J'étais complètement dégoûté. Et puis bon, après, c'était vraiment la dernière descente à partir de Berton vers Courmayeur. Et là, c'est top, quoi. Enfin, tu peux pas savoir à quel point tu te sens bien d'être allé au bout d'une telle aventure. Et là, il y a ma chérie qui m'attendait à Courmayeur. Il y avait mon frangin, il y avait mon bichon. Enfin, et t'arrives et tu finis le Tort des Géants. Je suis parti un dimanche à 9h30 et je suis arrivé un vendredi à 11h. Enfin, c'est 5 jours quand même. Hein. 5 jours. Tu t'arrêtes pas pendant 5 jours. Rien que d'y penser, tu te dis, oh, c'est une super Pour aventure. étayer un peu en chiffres, tu arrives en 106e position après 338 km de course. C'est quasiment 31 000 mètres de D+, versus les 24 000 dont je parlais dans mon introduction. Ouais. Et plus de 121 heures d'effort. C'est ça. Ça commence à peser. Je crois que ton record perso, c'était 47 heures, si je dis pas de bêtises, jusqu'alors. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup de fierté, tu étais épuisé et donc écrasé par l'émotion? Je me sentais pas épuisé, un peu submergé par l'émotion, mais encore, t'es quand même un peu fatigué, donc t'as du mal à... J'étais juste heureux, quoi, heureux d'être allé au bout mais j'avais mal aux pieds quand même. Hein. Là, les suites sont pas évidentes quand même sur une course comme ça, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, t'as vraiment mal aux pieds, aux jambes, c'est du sérieux, quoi. Mais putain, ouais, t'es tellement heureux d'avoir fini une course pareille que ouais, c'est la plénitude. C'est quand je dis que j'ai plus rien à prouver à personne et surtout pas à moi-même, c'est grâce à des courses comme ça, quoi. Une fois que t'as fait des trucs comme ça, tu te dis bon voilà, tu l'as fait, quoi. Ça c'est sûr, tu l'as fait et personne ne pourra te l'enlever. Tu l'as fait. Denis, tu peux nous le dire désormais, ça fait quoi d'être un géant? Est-ce qu'on voit la vie de plus haut? Tu sais que je fais même pas 1m70, alors. Mais j'aime bien dire que je suis quand même un géant d'1m70 parce que c'est drôle. Non, mais je suis super fier d'avoir fini cette course. Vraiment, c'est pour ça que s'il y a une course que je garde, c'est celle-là. Et quand je vois quelqu'un qui a fini le Tort des Géants, j'ai envie de lui dire chapeau et de l'embrasser, quoi. On sait par où on est passé pour arriver là. Et non, c'est vraiment la plénitude de faire ce genre de course et c'est tellement bien organisé et tout ça que ouais, c'est le summum. À quel moment est-ce que tu as eu l'impression d'être devenu ce géant? Est-ce que c'est pendant la course? Est-ce que c'est ce moment où tu franchis la ligne, au moment de la remise officielle de la veste le lendemain? À quel moment tu es devenu ce géant? C'est en passant le col de Malatra, c'est le dernier col face au Mont Blanc à l'aube avec les premiers rayons du soleil et ce mec qui te dit qui est juste parce que le col de Malatra c'est un V dans la roche, tu vois. C'est un peu, faut mettre les mains pour arriver au sommet. Et là, tu passes et tu vois ce gars qui te dit, vous êtes en train de devenir un géant, monsieur. Pouah, là, c'est là où je me suis dit, je suis en train de le faire et voilà, je suis en train de devenir un géant. Après, c'est un grand mot, hein. Voilà, mais ça fait plaisir, quoi. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course, a posteriori? D'être seul pour m'occuper de ma GoPro, d'être seul pour m'occuper de mes vêtements, parce qu'on a un sac qui nous suit, mais moi c'était un bordel sans nom à l'intérieur du sac, tu sais, au bout de 5 jours, tu sais plus quelles sont les chaussettes propres, sales, enfin
c'était n'importe quoi. Et puis tu peux pas savoir comme c'est fatigant de filmer et de changer les batteries, de les recharger. Enfin, c'est épuisant tout ça, quoi. Et d'être seul, franchement, ouais, je le souhaite à personne de le faire dans les conditions où j'ai pu le faire, quoi. Question impossible, s'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiens de ce Thor des géants? Le col de Nana, où je me sentais pleinement un terrien, heureux d'être sur cette terre. Et très proche des bouquetins. Et très proche des bouquetins. L'homme bouquetin. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi, Denis? Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied et puis plus globalement dans ta vie? Qu'est-ce qui a été différent? Ouais, ça m'a changé au niveau de ma pratique, parce que je me suis dit que d'abord j'étais capable de faire des courses très très longues et que c'est pas parce qu'on faisait des courses longues que le corps il se détériorait. J'ai enfin compris que mon corps en fait et je pense que c'est là la base, c'est qu'au bout d'un moment il y a qu'une chose qui nous fait avancer, c'est manger, boire et dormir, quoi. Et vraiment je suis allé au bout de cette idée-là et je suis content d'avoir voilà, d'avoir malmené mon corps pour arriver à ça. Merci beaucoup, Denis, d'avoir partagé avec nous pas à pas ce Thor des géants. C'était fabuleux à suivre. On va parler maintenant un peu d'avenir et tes futurs projets. Est-ce que tu as un agenda de course pour 2021-2022? C'est quoi les grands rendez-vous et les courses sur lesquelles on peut imaginer te retrouver? Alors justement, là, je suis en train d'y réfléchir. Et en fait, je sais pas trop parce que comme j'ai été blessé, mon grand projet de l'année a été foutu le camp. Enfin, c'est tombé par terre parce que je voulais enchaîner l'échappée belle et l'ultra trail du Mont Blanc en une semaine. Donc ça, j'ai pas pu le faire parce que j'étais blessé. Et là, Alors l'échappée belle, tu l'as fait un petit peu, non? Pas, oui, c'est ça. Mon avatar l'a fait dans l'épaule de Jean-Pierre, pour ceux qui suivent. Jean-Pierre Solaire qui a fait l'échappée belle avec ma tête en photo. Mais en grand, hein. Donc ça a fait rire tout le monde sur la course et sur les réseaux sociaux. Donc non, je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais participer à la Puncho O'Clock. C'est à Millau fin novembre. Ça, c'est un nouvel ultra. C'est un tour de 7 km qu'il faut faire le plus de fois possible en 24 heures. Donc tu es Et résolument optimiste sur tes capacités de récupération? exactement. Et puis, je vous annonce une grosse surprise pour 2022, car je vais peut-être bien me lancer dans l'organisation d'un ultra dans le sud de la France. Donc Génial. voilà, vous allez bientôt être au courant de ça. Et ceux qui veulent voilà, venir me voir, partager un peu des histoires et me saluer, ils pourront venir dans le sud de la France. Ce sera quoi la petite zinzin touch sur cette ultra? Tu sais déjà la petite patte, la petite touche personnelle que tu vas y apporter? Ouais, ça sera éco-responsable. Moi, j'aime bien les courses maintenant où il y a plus du tout de balisage, donc ça sera comme j'ai pu le faire sur l'Euphoria ou la Miguel dernièrement. Déjà une course où tu es sur ton iPhone, t'as la trace GPS sur ton iPhone, et puis ça sera dans un lieu vraiment préservé de France, dans un parc national. Voilà, je vais vous montrer les beaux coins de ma région. Donc ouais, ça sera début juillet. On va suivre ça avec impatience et intérêt. Denis, c'est la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton motto? C'est l'heure du motto de la fin, donc quelle est la citation, la devise qui est une source d'inspiration et qui illustre ta philosophie de vie ou ta façon d'appréhender le trail? Est-ce qu'il y a une phrase qui incarnerait ta pensée? De plus en plus, moi, je crois que c'est le bonheur est dans le chemin. C'est un peu une phrase bateau, mais elle est vraiment, c'est tellement vrai, quoi. La finalité, c'est pas forcément d'aller au bout du truc, quoi, mais c'est tout ce que tu vis pendant. Et ça, c'est super beau en ultra. Toutes ces rencontres que je peux faire. Moi, je suis riche d'amitié incroyable. Toi, hier soir, on s'est retrouvés avec des potes. On a mangé à Uzès, une ville du sud, là, et j'avais un copain qui était venu, qui a fait 4 heures de route pour venir manger avec nous. Et j'avais mes potes fantastiques, et j'avais mon pote Fabrice Aletto qui a gagné plusieurs ultras, et on a rigolé comme des bossus de toutes les histoires qui nous sont arrivées dernièrement et qui vont nous arriver prochainement parce qu'on pensait à la suite. Enfin, c'est ça l'ultra trail, quoi. C'est vraiment des fortes amitiés entre hommes, entre femmes. Enfin, c'est vraiment un magnifique sport qu'on pratique.
Moi, je croyais que le bonheur était dans le pré, mais je pense que tu as raison, il est plutôt dans le chemin. Denis, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode avec cette vanne un peu foireuse. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce temps des géants qui nous a fait passer par une très large palette d'émotions, tout comme toi tu as pu les vivre. Bravo encore à toi de ne pas avoir lâché alors que la tentation a été sacrément grande de faire ce choix. Et bravo aussi pour cet incroyable dépassement de soi qui va bien au-delà de la seule performance sportive, tout le monde l'aura compris je pense. Et puis si je peux me permettre, j'ai un dernier petit conseil d'ami pour toi. Maintenant que tu es un géant, fais bien attention à ta tête quand tu passes sous un tunnel lors des prochaines courses. Tu pourrais te cogner par inadvertance. Mais voilà, réjouis-toi en tout cas. Ça fait 5 ans aujourd'hui que tu es un géant, mais voilà, c'est un merveilleux accomplissement en tout cas, on a pu l'entendre. Merci pour nos échanges Denis, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. Et tes nouveaux projets, on a entendu qu'ils fourmillaient. C'était un plaisir d'échanger avec toi et puis j'espère avoir le plaisir et la chance de te croiser très bientôt. Et merci pour tes questions et ton écoute. Avec grand plaisir. Prends soin de toi Denis, à bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.